Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des fractures périprothétiques autour de la hanche. Sujet assez vaste que je vais diviser en trois parties. La première partie, c'est les bases, c'est-à-dire sur ce sur quoi je pense on doit tous être d'accord avant de traiter ce type de problème. Ensuite, le deuxième topo, enfin la deuxième partie sera sur les traitements par ostéosynthèse, avec des choses à savoir. La troisième partie sur les révisions, donc les révisions fémorales principalement. Alors, la première chose sur laquelle je pense qu'il faut qu'on soit tous d'accord, c'est qu'il s'agit de patients qui sont presque identiques aux fracturés du fémur proximal, donc des patients âgés, fragiles, pour lesquels on doit avoir une attitude particulière. La fréquence augmente, on le sait tous, d'une part parce que les arthroplasties sont de plus en plus fréquentes, les gens vieillissent, on les opère plus jeunes, donc il y a plus de pertes osseuses, plus de révisions. Donc, vous voyez déjà ce papier de 1997 témoigner d'une augmentation linéaire prévue de ce type de fracture, avec une prédominance autour, bien entendu, des fractures autour de la révision. Cet article, publié il y a maintenant 15 ans dans le Journal of Arthroplasty, témoigne, on parlera bien entendu tout à l'heure de cette classification, qu'on a des patients, je vous disais, presque identiques aux fracturés du fémur fémur proximal, parce qu'un petit peu plus jeunes, entre 70 et 80 ans, même si ce papier datant de 15 ans, je pense que les papiers de cette époque témoignaient de patients plus jeunes et que ces patients ont vieilli maintenant. Des traumatismes mineurs, dans la plupart des cas, une ostéolyse qui est non identifiée 2 fois sur 3, et vous voyez, un patient sur 10 ou 2 patients sur 10 vont mourir de cette fracture. Alors, ces patients multimorbides, âgés, fragiles, nécessitent un traitement précoce. C'est une fracture, comme une fracture du fémur proximal, mais la technicité nécessaire pour prendre en charge ce type de fracture est souvent différente, donc il faut un traitement qui est précoce mais non précipité. La deuxième chose sur laquelle il faut vraiment qu'on soit d'accord, c'est qu'une partie de ces fractures est de notre faute. D'abord, on a beau nous le répéter, on se préoccupe très peu, voire pas du tout de l'ostéoporose. Je ne vous fais pas l'article, mais euh, la hanche est en top 1 avec la vertèbre et le poignet juste derrière. Il y a des situations dans lesquelles on va prendre le risque d'une fracture iatrogène. Des tiges sans ciment press-fit, pas forcément toujours les utiliser, en particulier dans les fractures du col. Les reprises, on en a parlé. Une technique de reprise un peu particulière dont je vous parlerai sur un autre cours, qui est l'allogreffe morcelée impactée. Le sexe féminin pour l'ostéoporose et bien entendu des maladies osseuses qui passent souvent inaperçues, comme des maladies métaboliques ou le Paget. Et puis des erreurs techniques post-opératoires. Et donc ça, c'est un message, il faut savoir éviter les cascades. Les cascades, c'est quoi? C'est lors d'une fracture du col du fémur, éviter une tige qui est à la fois sans ciment, anatomique, comme vous le voyez ici. Anatomique, ça veut dire à fixation proximale préférentielle. Anatomique, pour un commerçant, pour un industriel, c'est droite-gauche. Si vous utilisez un implant quadrangulaire, et il n'y a pas de latéralité. Si vous utilisez un implant droite et gauche, et qu'il est classé comme anatomique, donc méfiez-vous. Sans ciment, anatomique, et en plus à revêtement proximal. Donc là, vous prenez le risque d'une fracture iatrogène péropératoire. Ces fractures péropératoires, elles sont évidemment bien moins fréquentes quand on couple à la fois l'arthroplastie primaire et les implants cimentés. Et elles explosent en fréquence lorsqu'on utilise des implants non cimentés en révision, jusqu'à 17% des cas. Les prothèses sur fracture du col du fémur, j'ouvre une parenthèse, je vous incite à utiliser un implant cimenté, ou en tout cas cimentable, en 2 versions. Vous aurez moins de douleur, probablement moins de migration, moins de complications. On en a parlé, entre 2 et 3 fois plus de complications avec des implants sans ciment. En particulier, les fractures périprothétiques, vous voyez, 7,3%, 1% dans plusieurs études. Le taux de révision à 1 an et demi, lorsqu'on utilise des implants sans ciment, est multiplié entre x3 pour une étude et x2 pour une autre.
Et la survie à 1 an des patients est plus importante dans les groupes cimentés que dans les groupes sans ciment. Donc, il faut faire très attention et ça nous est tous arrivé. On utilise la taille 5, elle rentre et elle ne tient pas. On utilise la taille 6, elle rentre pas trop et on tape un petit peu, on tape encore un petit peu et d'un coup, crac. Est-ce que quelqu'un a entendu crac? Et à ce moment-là, ben, il faut savoir utiliser le même implant et augmenter sa stabilité, au minimum en faisant ou un cerclage ou du ciment et parfois les deux. La deuxième chose sur laquelle il faut faire attention pour limiter le risque de fracture autour des implants, hein, c'est utiliser un clou rétrograde lorsqu'il y a une tige fémorale. Pour une fracture du fémur distal, c'est très fortement déconseillé. Vous risquez d'avoir une fracture entre ces deux implants. Alors, troisième chose sur laquelle il faut qu'on soit d'accord, le plus important, c'est de pouvoir donner l'appui. L'autorisation d'appui dans cette étude de Van Houlewegen, datant d'il y a maintenant 10 ans, l'autorisation d'appui diminuait la mortalité à 1 an, à 1 mois et à 6 mois, quel que soit le type de chirurgie que le patient subissait. Et sur une étude du service de Stéphanie Cohen, bien, vous voyez que dans le groupe ostéosynthèse en rouge, on avait eu 12 décès versus 6 dans le groupe révision, c'est-à-dire presque moitié moins. Et la survie des patients à 3 ans et demi était de 88% dans le groupe révision versus 51% dans le groupe ostéosynthèse pour des patients d'âge identique. Donc voilà, si vous avez ce type de fracture, eh bien, évitez ça, hein, évitez d'utiliser le même implant avec 3 cerclages sur une fracture qui probablement en plus est une B2, hein, puisqu'on voit ici qu'elle s'est enfoncée sur un implant qui est instable, qui était le siège d'une ostéolyse. Donc vous ne l'opérez pas, mais si vous l'opérez, ce n'est pas pour faire 3 cerclages en vous disant ça va être rapide, ça va être non hémorragique et après je ne lui donnerai pas l'appui. Et si vous avez en revanche cette fracture-là, il faut faire des montages, si possible, adroits, parce que si on fait ce type de montage, est-ce qu'à la fin, on va lui donner l'appui? Donc même dans les ostéosynthèses, il faut que ça soit la règle. Hein. Dans cette zone-là, on se demande si ça ne va pas plier dès que le patient va se mettre en appui. Quatrième chose sur laquelle il faut qu'on se mette d'accord, il faut, pour choisir le bon traitement, il faut au minimum connaître 3 classifications. Je suis navré, je sais que ce n'est pas toujours drôle, mais il faut les connaître. La première, c'est le score de Parker qu'on peut appliquer dans cette population, hein, malheureusement, assez souvent, qui est 3 au minimum, 9 au maximum, que vous connaissez. Les internistes et les gériatres préfèrent le score de Katz. Hein, je vous laisse l'opportunité de le découvrir. Hein. Donc, pareil, 0 à toutes les questions, c'est catastrophique. Et le mieux, c'est 6. Mais le score qui nous intéresse le plus, c'est le score de Vancouver, hein, qui a maintenant plus de 25 ans. On doit absolument connaître ce score. Le type A, c'est le massif trochantérien. A, G pour greater, grand trochanter, et L, lesser, petit trochanter. Donc A, G et AL, qui a priori ne mettent pas en danger la fixation de l'implant. Le type B, c'est les fractures en gros de la diaphyse qui intéressent tout ou partie de l'implant. Et on va différencier le type B2 et le type B3. Le type B2 avec peu d'ostéolyse et le type B3, c'est fracture avec ostéolyse ou fracture plurifragmentaire ou ostéolytique. Et le type C, c'est une fracture qui ne concerne pas l'implant, c'est une fracture diaphysaire en dessous de la tige. Et on a la même chose au niveau du genou, hein, même si ce n'est pas l'intitulé du jour. Type A, on espère que ça ne met pas en jeu la stabilité de l'implant, même si on peut quand même se poser des questions. Type B, ça la met en jeu. Type C, c'est en dessous. Alors, c'est difficile, hein, c'est très difficile de savoir faire un diagnostic. Est-ce que c'est un B1? Est-ce que c'est un B2? Bon, ben là, si on prête attention, on voit que, vous voyez, l'épaulement était présent ici, hein, et il était ici, et que la tige s'est discrètement enfoncée, c'était un B2. Et on voit aussi que, vous voyez, par rapport au sommet du grand trochanter, la tête prothétique était, disons, 1 cm au-dessus, et là,
elle est au même niveau, donc la tige s'est probablement enfoncée. Donc c'est un B2, et pourtant elle a été traitée de manière orthopédique. Vous voyez que le fémur a consolidé, ça ne l'a pas empêché de consolider, mais que l'implant est instable avec un liseré ici et un piédestal. Alors là, c'est pareil, hein, est-ce que c'est un B1, est-ce que c'est un B2? Normalement, toute fracture qui intéresse un fourreau de ciment d'un implant cimenté est un type B2 et doit être donc révisé. Ça a été traité par ostéosynthèse, donc ce n'est pas toujours aussi simple. Et là, c'est a priori un type C et ça a été révisé par une tige plus longue. Encore un cas ici, ben, c'est difficile, on se dit c'est peut-être un type B1, et en même temps, quand même, c'est le fourreau de ciment a été, entre guillemets, sectionné, et une ostéosynthèse a été faite. Donc, ce n'est pas toujours facile, il faut savoir s'aider d'autres outils. Cette classification, elle a des limites. Elle a des limites dans sa reproductibilité et dans sa précision. Donc, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle l'index de fixation restant, que vous pouvez obtenir en particulier par un scanner. Si l'index de fixation restant, c'est-à-dire le contact d'un implant autour du fémur est inférieur à 2/3, il est probablement instable. Donc, il faut que l'implant soit au moins attaché sur 2/3 de sa surface, et un tiers qui n'est plus attaché, on peut espérer que l'implant soit toujours stable. Donc, si on reprend notre cas de tout à l'heure, on se dit, il y a cette moitié-là, et puis il y a toute cette moitié-là qui n'est pas attachée, puis finalement, la décision avait été prise parce que sur la radiographie de profil, on avait l'impression peut-être que l'implant était attaché sur plus de 2/3 de sa surface, donc l'index de fixation restant était supérieur à 2/3 et que l'implant était donc stable, considéré comme une B1. Le scanner peut être aussi intéressant, donc dans ce cas-là, on se demande s'il y a quelque chose, le patient a mal, fracture ou pas fracture, on fait des radios, on ne voit rien. Et sur le scanner, si on regarde éventuellement tout en bas, au niveau de la fin de la diaphyse, il y avait une fracture. Donc le scanner peut quand même nous donner des informations. Un autre cas ici, avec une fracture du grand trochanter qui était à peine visible. Un autre cas, une fracture, on se demande est-ce que c'est une type 1 ou est-ce que c'est une type 2? Moi, spontanément, je dirais volontiers type 2 parce que, vous voyez, le niveau de coupe, le niveau d'insertion de la tige est quand même assez rarement au-dessous du niveau de coupe, même si c'est possible. On voit bien qu'en effet, même si l'implant est fixé dans cette zone, il n'est plus fixé dans toute cette zone. Donc, c'est un implant quadrangulaire à fixation distale. On estime qu'il y a une bonne fixation distale, qu'il y ait juste une fracture autour de l'ostéolyse. Donc, cette fracture a été traitée par une ostéosynthèse. Un autre cas, alors là, c'est inverse, hein, c'est un implant sans ciment, une fois de plus, mais à fixation proximale préférentielle. Et on voit bien sur le scanner que bien l'implant, quand bien même il tiendrait, il va tenir sur 5%. Et donc, ce patient a été révisé par une tige longue. Dernière chose à connaître, bien entendu, et c'est la dernière limite de cette classification, c'est les fractures dites interprothétiques. On pourrait appeler ça des types D, donc entre une prothèse de hanche et une prothèse de genou, qui n'étaient pas inclus dans cette classification initiale. Dernière chose sur laquelle il faut qu'on se mette d'accord avant de passer au traitement, c'est qu'il ne faut pas oublier des informations que ne donne pas cette classification, c'est clinique, le délai d'implantation, des douleurs avant la fracture peuvent laisser penser que l'implant était déjà décellé, quand même ça arrive. Il faut examiner le patient pour voir quelles ont été ses voies d'abord, si elles vont ou pas être compatibles avec la voie d'abord que vous envisagez. Et puis aussi le compte-rendu opératoire, pour connaître le type de cupule, en particulier si c'est une cupule à double mobilité, parce que la tête, le polyéthylène est captif de la tête et que la tête doit être idéalement de la même marque de la tige, en particulier si c'est une tête en céramique, que donc si vous changez la tige, vous ne pouvez pas remettre la tête, et si vous ne pouvez pas remettre la tête, vous ne pouvez pas récupérer le polyéthylène, et idéalement, il faut connaître la taille et le modèle de la cupule pour avoir le polyéthylène à disposition, ou à défaut, réviser cette cupule et l'anticiper pour le dire aux patients et aux anesthésistes. Alors ensuite, deuxième sujet, enfin, vous allez me dire, le traitement par ostéosynthèse. Qu'est-ce que vous avez à savoir?
Pour rebondir sur ce que je vous disais tout à l'heure, quitte à faire une erreur, entre guillemets, vaut mieux la faire par excès. Vaut mieux prendre une B1 pour une B2 qu'une B2 pour une B1. Prendre une B2 pour une B1 est associé à un risque d'échec important, et c'est ce dont traduit ce papier de Lindahl. Un autre traitement qu'une révision entraînait un risque d'échec, ainsi qu'un traitement par plaque. En fait, ça veut dire que ces patients étaient des B2 et on les avait traités comme des B1. Et c'est ce qui ressort dans la deuxième partie de ce papier, avec un risque lié à une classification B1. C'est donc des patients pour lesquels on s'est trompé lors de la prise en charge diagnostique. Alors, la première chose sur laquelle on peut se tromper, c'est le type A petit trochanter. Ici, eh bien, en fait, si cette fracture survient de manière précoce, comme je vous l'ai montré ici, ben, en fait, c'est une B2 qui est passée inaperçue. La plupart du temps, c'est le crack qu'on n'a pas vu ou pas voulu voir, pardon, en péropératoire. Et ben, vous savez, hein, c'est comme couper une bûche avec une hache. Hein. C'est pas que la hache, elle est coupante, hein, c'est qu'elle est de plus en plus large, et quand la hache elle rentre dans la bûche, eh ben, elle l'écarte. Et donc la tige fait la même chose dans le fémur proximal. Et ces fractures qui passent en pérope inaperçue ensuite évoluent rapidement vers une B2. En particulier, si, comme je vous le disais, une fois de plus, on utilise une tige sans ciment dans un os porotique. Bon, vous voyez ici, on se dit, ben, est-ce que c'est peut-être un type 1 on fait une ostéosynthèse, mais enfin, regardez, c'était une grande coxa valga, et c'était une type B2 qui a été traitée comme une B1 avec un raccourcissement de plus de 4 cm. Et cette fracture qui, ici, on se pose la question, est-ce que c'est une B2 ou est-ce que c'est une B1 ben, vous voyez la radio de profil, mais on devine que l'implant s'est migré, hein, puisqu'il s'est enfoncé, et voilà, c'était une B2. Dans les Vancouver C, l'ostéosynthèse répond à certaines règles. Au moins 3 vis en dessous de la fracture et au moins 2 fois le diamètre entre les deux implants, 2 fois le diamètre de la corticale. Donc ça, c'est ce qu'on faisait avant, avec des implants, avec des plaques non verrouillées. Le diamètre est ici, au moins 2 fois le diamètre et au moins 4 vis, comme je vous disais, avec de manière élégante une vis unicorticale pour que le montage soit un peu plus élastique. Et la dernière règle, c'est quand même pas stupide de le rappeler, il faut ponter l'implant. Hein. Quand vous avez une fracture du genou ici, je vous ai dit, ça, c'est franchement pas une bonne idée. Et ça, c'est pas une bonne idée non plus. Hein. On a une fracture oblique longue, on prend une plaque, c'est très bien, regardez où est-ce que s'arrête cette plaque. Donc le risque est présent hein, d'une fracture que ce double cerclage peut ne pas arriver à éviter. Donc ensuite, sur le matériel à utiliser, eh bien, est-ce qu'on peut utiliser une plaque avec cerclage? Alors, si vous n'avez rien de mieux, le mieux, c'est d'utiliser une plaque en alternant une vis unicorticale et un cerclage. C'est mieux que des vis unicorticales, parce que les vis unicorticales vont bien avoir une stabilité rotatoire, mais une force à l'arrachement qui est médiocre, et les cerclages, c'est l'inverse. Ils vont avoir une force à l'arrachement qui est meilleure, mais une stabilité rotatoire qui est mauvaise. Donc le mieux, si vous n'avez pas un implant moderne, c'est que vous ne pouvez pas passer de part et d'autre de la tige fémorale, c'est d'utiliser en alternance un cerclage et une vis. Et ça a été démontré dans une étude en éléments finis de la même manière, en alternant, si possible, des vis et des cerclages. Donc, vous voyez ce montage ici, relativement élastique, hein, avec une vis unicorticale, un cerclage, deux cerclages, encore une vis unicorticale ici, encore une ici, et finalement, une consolidation qui est obtenue. Par chance peut-être, mais qui est obtenue. La plaque idéale que vous devez chercher, elle répond à trois critères. Hein. Je pense que les vis verrouillées, dans des os ostéoporotiques, ça se discute peu. Des trous décalés, le foyer fermé. Alors, les vis verrouillées, elles ont un problème, c'est qu'elles doivent vous permettre de passer de part et d'autre de l'occupant, hein, de celui qui est au milieu de la diaphyse, c'est-à-dire la tige fémorale,
On faisait ça très bien avec des plaques à trous verrouillés et dont polyaxiales, des plaques à trous décalés avec des trous pour des vis polyaxiales. Et si vous utilisez une plaque DCP, même large, ben, vous allez vouloir éviter la tige, mais en faisant ça, vous allez peut-être éviter le fémur. Donc, il vous faut idéalement des trous décalés pour passer de part et d'autre de l'implant fémoral. Vous avez certains fabricants qui proposent des plaques de fixation qui vous permettent de mettre cette plaque de fixation sur la plaque et ensuite de tirer des vis un petit peu tout autour, ce qui est intelligent. Vous voyez, ce n'est pas le même diamètre et puis c'est incompatible avec une mini-voie d'abord, mais c'est assez malin. Le mieux, c'est quand même d'avoir des trous décalés sur votre implant, comme il en existe maintenant. Vous voyez, sur cet implant-là, vous avez par étage 3 possibilités. En général, il en faut pas les 3, bien entendu. Vous essayez d'en attraper 2 par étage. Donc, il vous faut des vis verrouillées, je ne reviens pas dessus, hein, c'est un os porotique. Des trous décalés, on en a parlé. La dernière chose, c'est le foyer fermé. Évidemment, foyer fermé, on se dit c'est intelligent, ça va diminuer l'agression, le saignement, la récupération va être plus rapide. Mais en fait, ce n'est pas exactement pour ça que c'est le plus important. C'est quand vous utilisez un implant en mini-invasif, vous pouvez utiliser un implant très long avec une voie d'abord très petite. Les deux ne sont pas forcément liés. Et c'est là où vous êtes gagnant parce qu'à l'heure actuelle, ce qui est fortement recommandé, c'est d'utiliser l'implant le plus long possible qui va couvrir votre segment osseux pour limiter le risque d'une nouvelle fracture autour du nouveau montage. Surtout que quand on utilise des plaques à trous verrouillés, à vis verrouillée, bien entendu, c'est bien, c'est rigide. On peut même permettre un appui plus précoce, mais c'est tellement rigide que le risque de nouvelles fractures est peut-être plus important. Et c'est aussi pour ça, vous voyez, que dans ce montage-là, le dernier trou a été mis en unicortical. Alors, ce mini-invasif, comment on fait lorsque c'est loin de la hanche, un Vancouver C, je vous ai dit qu'un clou rétrograde pour une fracture du fémur distal autour d'une prothèse de hanche, ce n'était pas la meilleure idée de la journée. Vous allez utiliser une plaque fémorale distale que vous allez mettre en mini-invasif et visser au niveau du fémur, glisser sous la peau et puis vous allez la fixer sur le fémur proximal comme on le voit ici, en pontant, même sur cette fracture très distale, en pontant la jonction entre les deux implants. D'accord ? En revanche, si c'est une fracture type B1, donc proche de la hanche, alors ça devient plus compliqué parce que l'implant, il n'a d'abord pas forcément un intérêt d'être mis aussi bas et puis il arrivera rarement à monter aussi haut. Donc, certains fabricants vous proposent de tourner l'ancillaire mini-invasif et donc, par exemple, là, d'utiliser une plaque fémur distale gauche que vous tournez et qui devient proximale droite. Ce qui est une des méthodes. Donc, mini-invasif, hein, il ne faut pas hésiter à utiliser sur table orthopédique en utilisant un appui talonnier que l'on va mettre sous la table et que l'on va pouvoir monter pour gérer la réduction de face et de profil avant de réaliser l'ostéosynthèse. Donc voilà, ça c'est la technique qu'utilise Mathieu Hélinger sur Strasbourg avec une plaque, vous voyez, c'est l'ancillaire lisse et l'ancillaire lisse distal droit qui là est utilisé en proximal gauche. Il y a d'autres implants qui sont disponibles avec des ancillaires mini-invasifs dédiés et des plaques dédiées proximales, distales, centrales, c'est pas en mini-invasif. Hein. L'ancillaire mini-invasif se met ici. Vous pouvez visser en polyaxial, en distal ou en proximal. Et puis, vous avez ensuite, sur tous ces trous-là, la possibilité de faire du percutané. Ces implants-là vous offrent aussi la possibilité d'avoir de la polyaxialité et donc ensuite de verrouiller cette polyaxialité par un petit boulon. Cette polyaxialité avec des vis classiques, hein, qui sont des vis non verrouillées, qui se verrouillent grâce à ce boulon, vous permet aussi d'utiliser donc des vis en rappel, ce qu'on appelle des vis en compression, qui vont s'attacher dans l'os avant de s'attacher dans la plaque. Vous voyez par exemple ce cas ici, où cette vis en rappel est utilisée pour aller attraper le fémur
du côté opposé et lorsqu'elle se visse, ça réduit et ensuite éventuellement on peut fixer le reste, changer celle-là pour mettre une vis plus courte. Comme je vous disais, l'ancillaire se fixe dans ce montage-là un peu plus bas, laissant libre l'épiphyse pour du polyaxial. Donc il faut s'éduquer à passer de ça à ça. Et comme je vous disais, voilà l'appui talonnier que vous mettez sur un gabarit en bas et que vous pouvez faire glisser ici pour gérer le profil. Vous partez réduit face au profil. Donc, sur les règles de pose d'une plaque, je pense qu'elle doit être verrouillée dans cette population. La plus longue par l'abord le plus court, pontant les implants en place, ça ne se négocie pas. Disponible avec des trous décalés et éventuellement des cerclages. Et ensuite, la dernière chose dont il faut qu'on en parle, c'est la densité de vis. Alors, voilà deux types de fractures, une simple à gauche, une complexe à droite. Sur la fracture simple, il est conseillé de laisser le trou de part et d'autre, on est sur des plaques verrouillées, le trou de part et d'autre, la fracture libre, et d'ensuite de mettre vos vis. Sur une fracture en revanche complexe, il est conseillé de verrouiller le plus proche possible pour être un peu plus rigide. La deuxième chose, c'est qu'on part d'un montage où on mettait 4 vis de part et d'autre sur les 4 premiers trous. Je vous ai parlé de ce qu'on faisait ici, mais on faisait 4 et 4. Il faut toujours faire 4 et 4, mais en laissant un trou de libre. C'est-à-dire que vous allez avoir, comme je vous disais, un implant beaucoup plus long, plus protecteur pour la diaphyse, un petit peu plus élastique, avec donc un trou sur 2. Donc ça correspond à ça. Vous voyez, 4 vis, mais sur 8 trous. Et puis ensuite, on ponte l'implant ici avec des trous monocorticaux. Et là, encore plus élastique. 1, 2, 3, ça fait 6 corticales. Et ensuite, on ponte l'implant. Un dernier exemple ici, cette fracture complexe. Vous voyez, on a 3 vis. Ici, c'est élastique. Ensuite, 3 vis bicorticales. Peut-être qu'on aurait pu ne pas mettre celle-là. Et puis, on ponte l'implant ici. Mais vous voyez, ça n'a pas été mis en mi-invasif. Voilà un montage avec un implant proximal dédié. Donc, ici, c'est les vis polyaxiales. On ponte l'implant et ensuite, on met un trou sur 2. Peut-être qu'on aurait pu prendre un implant un tout petit peu plus long. Donc, il faut tester son implant en pair-op. Ça, je ne vous en ai pas parlé, mais si vous hésitez, une arthrotomie peut être intelligente à envisager pour voir si l'implant est mobile. Préférez le matériel verrouillé avec un vissage proximal antérieur et postérieur, avoir de quoi associer des cerclages, descendre 2 fois le diamètre minimum, l'implant le plus long par l'abord le plus court, et s'il y a pour une fracture du fémur proximal, s'il y a une prothèse acquise sous-jacente, il faut ponter l'intervalle. Densité des vis, toujours 4 vis de part et d'autre, mais idéalement sur 8 trous. Et à la fin, n'ayez pas peur, si vous faites tout ça, vous pouvez donner l'appui. Dernier sujet, traitement par révision fémorale. Alors, ça se porte aux fractures de type B2 et B3. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Si on se trompe, si on sait tout faire, si on sait faire de l'ostéosynthèse et de la révision, il vaut mieux faire une révision à se tromper qu'une ostéosynthèse. Donc, comme je vous le disais, ce papier de Corten témoigne que lorsqu'on fait une arthrotomie, on corrige des B1 en B2. Donc, en plus du scanner, si vous avez un doute, pensez l'installation et la voie d'abord, éventuellement faire une arthrotomie et voir si votre implant est mobile. D'accord ? Sinon, entre guillemets, c'est assez simple. Une Vancouver B2 ou B3, c'est comme un décèlement avec un Paprosky 3 ou 3B, c'est-à-dire est-ce qu'on a un isthme, est-ce qu'on n'a pas un isthme, ça vous regarderez ça dans un autre cours, associé à une fémorotomie non contrôlée. Donc, on se situe dans cette partie-là, dans les types 3, et c'est pas le sujet du jour, mais si vous avez un isthme qui est efficace, on peut partir sur un implant sans ciment. S'il est non efficace, il vaut mieux passer sur d'autres techniques. Mais sinon, c'est une révision fémorale associée à une ostéosynthèse et éventuellement une greffe osseuse. Sur la révision fémorale, toutes les techniques ont été décrites. Ciment allogreffe, que ciment, sans ciment, ciment dans ciment.
Je vous en ai parlé tout à l'heure, allogreffe morcelé impacté. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que votre implant fémoral soit long, beaucoup plus long que le précédent. Si votre patient est jeune, a un bon os, vous pouvez rester sur du sans-ciment. Dans tous les autres cas, il faut peut-être utiliser du cimenté. Si vous utilisez un sans-ciment, utilisez l'implant que vous utilisez d'habitude dans vos révisions, mais n'hésitez pas à utiliser un implant qui va aller chercher une fixation ailleurs que dans l'isthme, donc un implant long, courbe, modulaire et éventuellement verrouillable. Donc, vous voyez ce cas ici, on en a parlé tout à l'heure, bien voilà, c'est un implant qui est long, sans ciment, verrouillable. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit le verrouiller, mais verrouillable. Mais vous voyez, il y a un bon presse-fit tout le long, un bon contact, donc on sait qu'il va y avoir une bonne réhabilitation osseuse. Dans cet autre cas, on est plutôt sur un type B3, ça a été utilisé un implant long cimenté et l'ostéosynthèse au fil que vous ne voyez pas. Donc, oui, on peut utiliser un implant sans ciment. Méfiez-vous de la fracture pérope. Il faut l'utiliser, si vous utilisez un implant sans ciment, on obtient une fixation distale. L'avantage, c'est qu'on met son implant définitif et ensuite on fait la synthèse, alors que dans une révision d'une fracture périprothétique avec un implant cimenté, on fait l'ostéosynthèse et ensuite on met son implant et en le cimentant, ce qui n'est pas forcément plus facile. Donc, avec un implant sans ciment, on obtient la fixation distale. Et puis ensuite, si on utilise un implant qui est modulaire dans sa métaphyse, on va indépendamment utiliser une métaphyse de taille variable pour corriger la longueur, restaurer offset et stabilité. D'accord ? Donc, dans ce cas, par exemple, bien, vous voyez, on se fixe ici. Et si la cible elle est en haut, tout se passe bien. On n'a pas besoin d'un implant modulaire et on fait son ostéosynthèse. Si en revanche, malheureusement, l'implant se fixe plus bas que votre cible, vous serez content d'avoir un implant modulaire pour utiliser une métaphyse éventuellement plus grande et aller chercher votre centre de rotation. C'est beaucoup plus intelligent que de monter l'implant et de le verrouiller, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez ne pas avoir de presse-fit. Sur les implants cimentés, on est dans une population qui, franchement, se prête bien à cette technique. Si vous avez un patient qui a plus de 80 ans, qui est ASA 2 ou plus, il ne faut pas hésiter, il faut utiliser un implant cimenté, ponter au moins 2 fois le diamètre. On peut utiliser des greffes structurales. Et puis, une fois de plus, techniquement, la qualité de cimentation est relativement difficile. Il faut y associer une ostéosynthèse, on en a parlé, il vous faut des cerclages, ça c'est le minimum, comme vous le voyez ici, avec dans ce cas-là une fracture de l'implant qui n'était pas protégée parce qu'il n'y avait plus de métaphyse. Et donc on a révisé, ce n'est pas exactement une périprothétique, on a révisé avec un implant monobloc en protégeant la fémorotomie. Dernière chose, c'est quid des augmentations osseuses. Dans certaines situations, on peut les utiliser comme adjuvant, en faisant une allogreffe structurale d'un morceau de diaphyse en plus de la plaque, et certains défendent aussi cette technique à la place d'une plaque. Mais nous, on n'a pas exactement l'expérience. Dernière chose, comme au genou, si vous avez une fracture B3 et qu'il n'y a plus d'os, il ne faut pas hésiter, soit à utiliser une allogreffe massivement chonnée, soit à utiliser un implant de type tumeur. Encore, vous voyez ce cas ici, un sepsis, et puis on avait fait une allogreffe parce qu'il y avait eu un échec par la suite. L'échec de la fixation et puis la luxation et finalement donc une allogreffe, et encore c'est pas une histoire qui est terminée. Alors pour finir, 5 messages. Le premier, je vous l'ai dit, ce n'est pas une urgence. C'est un peu plus de la chirurgie prothétique que de la traumatologie. Vous ne vous sentez pas obligé de faire ça la nuit ou le week-end. C'est de réunir les conditions nécessaires dans les jours qui suivent. Deuxième message, à se tromper. Mieux vaut prendre une B1 pour une B2 que l'inverse. Troisième message, si on opère, c'est pour autoriser la marche. Sinon, ne faites rien. Ce n'est pas utile. Si le patient vous dit qu'il est trop fragile pour que je l'opère, vous ne l'opérez pas. Pontez la fracture avec une tige plus longue dans les révisions. Pas beaucoup plus de choses à connaître. N'ayez pas de honte à utiliser du ciment dans cette indication.
Et dernière chose, ne pas hésiter à greffer dans les révisions prothétiques avec une greffe additionnelle, une allogreffe structurale. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter ensemble de ce cours. C'était assez dense et assez rapide. J'ai essayé de faire le plus court possible et le plus pratique. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.